Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21, le podcast non préqualifié. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale puisque nous donnons le coup d'envoi d'une série d'épisodes qui vont s'avérer exceptionnellement palpitants. Pourquoi? Eh bien parce que une décennie vient de se terminer en Formule 1. Je parle bien sûr des saisons 2010 à 2019. Pendant ces 10 saisons, il y a eu 66 pilotes qui ont participé à au moins un Grand Prix. Et avec l'ensemble de l'équipe de Multi-21, nous avons décidé de les classer, ces pilotes. Et pour ce faire, j'ai avec moi un poids lourd de l'émission, un membre que tout le monde adore, un membre respecté de ses pairs. Je parle bien évidemment de Louis Matelin. Louis, comment vas-tu? Salut Aurélien, ça va très bien et ça va même encore mieux après cette superbe introduction que tu viens de me faire. Alors écoute, je suis ravi que tu ailles bien. Alors, on va donc classer ces 66 pilotes. On les a classés d'ailleurs. Et oui, on les a classés. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement comment on s'est débrouillé pour les ranger, ces pilotes? Eh bien oui, effectivement, alors on s'y est pris de manière finalement assez simple, c'est-à-dire qu'on a rassemblé tout le board exécutif de Multi-21, c'est-à-dire Aurélien, toi-même, moi-même aussi, et aussi toute la team, Clément, Clyde, Paul, et bien sûr Pierre. Et puis nous avons classé tous les pilotes qui ont couru au moins un Grand Prix lors de cette décennie. Et puis ensuite, nous avons fait une moyenne de leur position dans nos classements pour arriver à un classement généralisé par moyenne. Et à partir de là, on a nos 66 pilotes classés. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, si je ne dis pas de bêtises, pour la crème de la crème, le meilleur, la position 66 jusqu'à la position 51, si je ne dis pas de bêtises. Ah mais tu as tout à fait raison, les derniers seront les premiers, donc du coup on commence par le fond du classement et on remontera au fil des semaines jusqu'à arriver au top 10. Voilà. Ce sera bien sûr une émission exceptionnelle parce que vous allez le voir tout au long de ces épisodes, les avis vont diverger selon les pilotes. Sans plus attendre... Le dernier de la liste, je ne peux plus attendre. Dis-moi qui est le pire pilote de cette décennie? Alors, roulement de tambour, à la 66e et dernière place, nous trouvons un ressortissant indonésien. Il s'agit de Rio Haryanto. Haryanto qui a connu une carrière très brève en Formule 1, seulement 12 Grands Prix passés chez Manor en 2016. Et oui, pilote éphémèrement premier pilote du jour de l'histoire de la Formule 1, titre qui lui a été enlevé assez vite, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tricherie. Il y avait eu fraude en effet, c'était lors du Grand Prix d'Australie en 2016 et beaucoup d'Indonésiens avaient voté pour Haryanto qui avait même pas vu l'arrivée, il avait abandonné au bout de quelques tours seulement. Sacrés Indonésiens. Qui est donc le suivant? Alors, juste au-dessus de lui, nous avons Sakun Yamamoto qui a commencé sa carrière lors de la décennie précédente, en 2006 chez Super Aguri, et qui a disputé quelques courses pour le compte d'HRT lors de la saison 2010. Oui, c'est pas un pilote dont on se souviendra pour ses résultats, je crois. Oui, malheureusement, il avait quand même, si ma mémoire est bonne, signé le 7e meilleur tour lors du Grand Prix du Brésil 2007 sur une Spiker. Ça reste quand même honorable. Tout à fait. Parlons aussi d'un autre pilote asiatique, Karun Chandhok. Exactement, Karun Chandhok qui se place numéro 64 sur notre liste. Alors, tu vas nous en dire plus tout de suite. Chandhok qui a connu une carrière post-Formule 1 assez folle. Bah oui, une carrière Formule 1 pas folle, puisque une demi-saison avec HRT et un Grand Prix avec Lotus, c'est quand même pas fameux. Mais en tout cas, après la Formule 1, pour Karun Chandhok, c'était plutôt sympa, parce qu'il a roulé plusieurs fois en LMP2 aux 24 heures du Mans, et puis surtout, c'est devenu un des meilleurs consultants de Sky Sports F1, qu'on retrouve avec plaisir désormais à chaque Grand Prix. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, auditeurs, si vous avez la possibilité de mettre la main sur un stream de Sky Sport lors des week-ends de course, attardez-vous sur les interventions de Chandhok, c'est toujours très intéressant.
Ah oui, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, apprenez l'anglais et regardez Sky Sports, c'est beaucoup mieux que les retransmissions qu'on peut avoir en France, hein. Tout à fait, ouais, je suis on ne peut plus d'accord. Au-dessus de Shandok, nous avons un compatriote. Il s'agit de Naran Karthikeyan, qui a commencé la Formule 1 en 2005 chez Jordan et qui est revenu un peu à la surprise générale en 2011 chez HRT et qui a disputé également l'intégralité de la saison 2012 dans la structure espagnole. Pas vraiment d'exploit hein, pour Narain, mais il me semble qu'il a marqué les esprits lors de cette saison 2019. Et oui, alors on aurait enregistré cette vidéo il y a quelques mois, je t'aurais dit qu'il n'y avait pas non plus eu d'exploit de Narain Karthikeyan dans sa vie post-Formule 1, il n'a pas été convaincant en Super Formule 1 ni en Super GT. En revanche, dans la dernière course de Super GT ou DTM, hein, la fameuse Dream Race qui a eu lieu il y a quelques semaines, eh bien Narain Karthikeyan s'est imposé devant tous les ténors allemands et japonais, et ça, c'est beau. Oui, en effet, c'est un bel exploit, signé Karthikeyan. Au-dessus de lui, à la 62e place, nous avons un Britannique. Il s'agit de Will Stevens. Alors, Will Stevens qui a disputé la saison 2015 chez Manor. Il avait débuté en 2014 pour la dernière course à Abu Dhabi chez Caterham, pour la dernière course de l'écurie. Et pas vraiment de résultats très très bons hein, pour Stevens et c'est un peu normal qu'il se retrouve tout en bas de notre liste. Et oui, effectivement. Allez, un rang plus haut, on retrouve un Espagnol, et ce n'est pas Fernando Alonso, c'est Roberto Merhi. Oui, en effet, Roberto Merhi, qui était l'équipier de Stevens chez Manor. Et là aussi, les résultats ne sont pas très bons. Je suis un petit peu embêté parce que je préfère Stevens à Merhi. Le Britannique signait quand même de bien meilleurs résultats. Et surtout que Merhi, ça c'est pas très commun. Après la Formule 1, il est descendu d'une catégorie. Et oui, il est retourné en F2. Il a fait une saison pas tout à fait complète en 2017 où il a terminé 18e du championnat. Et alors, tu vas me dire, mais en 2018, avec une saison complète, il aurait dû briller. Eh bien, tout à fait, puisqu'il termine 12e du championnat. Ah oui, en effet, un résultat magnifique, j'en conviens. Euh, Au-dessus de lui, à la place numéro 60, déjà, nous avançons vraiment à une vitesse incroyable. Nous avons Sergei Sirotkin. Sergei Sirotkin qui est un petit peu un nouveau dans le monde de la Formule 1, puisqu'il a disputé la saison 2018 au sein du team Williams. Et surtout, il a réussi à marquer un point avec cette même Williams lors du Grand Prix d'Italie. Donc ça reste un bel exploit tout de même. Mais oui, puis sa carrière en Formule 1 n'est peut-être pas terminée, puisqu'on l'a vu avec notamment Narain Karthikeyan ou Sakon Yamamoto. Des fois, on a des pilotes qui font un retour assez inattendu. Et il est encore jeune, hein, Sirotkin, donc on risque de le revoir à la suite. Tout à fait, 24 ans pour le Russe et il est encore dans les petits papiers de Renault et de McLaren hein, en tant que réserviste, pilote de simulateur, enfin bon, un emploi fictif du genre. Au-dessus de lui, nous Numéro avons 59, oui. numéro Christian 59. Klein. Exactement, Christian Klein. Alors ça pour les vieux de la vieille entre guillemets bien sûr. Hein. Christian Klein, ça rappelle quelque chose puisqu'il était pilote Jaguar puis Red Bull au milieu des années 2000 et en 2010 on le voit pour 3 courses seulement chez HRT. Et oui, il n'a pas vraiment convaincu. Je crois que le pilote suivant, c'est un petit Belge. Exactement, Jérôme d'Ambrosio, grand espoir belge lorsqu'il évoluait dans les formules de promotion et puis lorsqu'il arrivait en catégorie reine en 2011, malheureusement ça n'a pas été ça. Il faut dire qu'il était au volant d'une Marussia, donc là évidemment difficile d'aller chercher les top 5, mais confronté à Timo Glock, ce ne fut pas très glorieux et c'est pour cette raison qu'il se retrouve si bas dans notre liste. Et oui, en revanche, après la Formule 1, il a eu une belle carrière en Formula I où il a gagné plusieurs courses. Et puis c'est un animateur régulier du championnat qu'on retrouve régulièrement en haut des feuilles de temps. Ouais, tout à fait, tout à fait. Au-dessus de lui, numéro 57, nous avons un Néerlandais, Guido van der Garde, qui lui aussi était un petit peu pressenti comme un futur grand de la Formule 1, puisqu'il performait plutôt pas mal dans les catégories inférieures. Et puis voilà, arrivé en Formule 1 en 2013 chez Caterham, face à son équipier Charles Pic. Et oui,
Charles Pic a roulé en Formule 1, je sais, je m'en suis souvenu il y a pas très longtemps, ça m'a fait un choc. Et donc Van der Garde a un petit peu souffert et c'est pour cette raison qu'on l'a plus revu depuis. Eh oui, tout à fait. Je te propose de traverser l'Atlantique avec le pilote suivant, Lucas Di Grassi. Oui, voilà. Alors, Di Grassi, pour ceux qui suivent la Formule E, là, bien sûr, vous situez le personnage. Mais avant d'être champion de Formule E, eh ben, il a roulé en Formule 1, Di Grassi, au sein de l'équipe Virgin, devenue par la suite Marussia. C'était en 2010. Il termine 24e du championnat, malheureusement. Aucun point inscrit pour le Brésilien. Eh oui, Di Grassi, excellent pilote d'endurance avec Audi, excellent pilote de Formule E avec Audi, champion de Formule E d'ailleurs avec Audi. À noter qu'il était pilote d'essai chez Renault en 2005, donc il a un petit peu participé au titre de Fernando Alonso et j'aime bien cette anecdote. Tout à fait. On a tendance à l'oublier. Au-dessus de lui, numéro 55, nous avons André Lotterer. Alors, André Lotterer, bah, tout comme Di Grassi, un grand pilote d'endurance, un petit peu touche à tout, hein, puisqu'il a également roulé en Super Formule 1, en Formule E, un peu partout. Mais un seul Grand Prix en Formule 1, c'était à l'occasion du Grand Prix de Belgique 2014 chez Caterham. Alors, un Eh pilote oui, qui dispute un seul Grand Prix de Formule 1, excuse-moi, je te coupe, j'étais lancé. Un pilote qui dispute un seul Grand Prix de Formule 1 et qui abandonne très rapidement, qui se retrouve quand même numéro 55, ça mérite des explications, mon cher. bah oui, bah, tout simplement parce qu'il a été très très bon sur cette seule participation, puisqu'il a devancé son équipier, un certain Marcus Ericsson, qui est pas le meilleur pilote de la décennie, mais qui enfin était plutôt convaincant. Il est resté plusieurs saisons en Formule 1. Et donc Leclerc qui s'est quand même très bien qualifié, et il y a fort à parier que s'il avait eu plusieurs occasions de s'illustrer, bah, il aurait certainement brillé. Je suis on ne peut plus d'accord. Au-dessus de lui, nous avons un pilote qui a eu plusieurs chances quand même pour s'illustrer, mais qui à chaque fois ne les a pas saisies. Il s'agit de Julian Palmer. Ben oui, Jolyon Palmer qui a effectué plusieurs saisons chez Renault et qui a été médiocre, hein, on ne va pas se le cacher. Il avait une voiture capable d'aller chercher des points. Ses équipiers, en tout cas, en ont ramené régulièrement, hein, euh, Magnussen et Hülkenberg. Et lui, ben, n'a jamais été ne serait-ce que proche de ses équipiers. Et donc, ben, c'est un pilote qu'on retrouve logiquement en fond de classement. Tout à fait. Au-dessus de lui, nous avons un compatriote, Max Chilton. Alors finir dans un classement derrière Max Chilton, ça fait mal. Surtout que voilà, le Britannique n'a pas été très fulgurant hein, en Formule 1. 2 saisons passées chez Marussia et deux 13e place, autant pour moi, en tant que meilleur résultat. Bah effectivement, c'était pas terrible, et logiquement, c'est un pilote qu'on n'a pas retrouvé très longtemps en Formule 1. Il a traversé l'Atlantique, il roule désormais en IndyCar, et bah, là non plus, il n'a pas été vraiment convaincant, alors que il a fait 2 saisons chez Chip Ganassi, qui est un peu l'équivalent de Ferrari en IndyCar. Oui, tout à fait, Ganassi, Andretti, Penske, c'est vraiment les grosses structures en IndyCar. D'ailleurs, en parlant de grosses structures d'IndyCar, nous trouvons en numéro 52 Alexander Rossi, qui a remplacé Roberto Merhi chez Marussia en 2015 et qui a signé quand même des résultats assez encourageants. Malheureusement, il n'a pas obtenu de chance de s'illustrer en 2016 au volant de la même monoplace et il s'est exilé aux États-Unis. Bah oui, et aux États-Unis, en revanche, il a été très très bon puisqu'il a terminé deuxième du championnat IndyCar en 2018. Et puis surtout, il a fait ce que même le grand Fernando Alonso n'est pas parvenu à faire. Il s'est imposé aux 500 miles d'Indianapolis. Et ce, dès sa première participation. C'est très impressionnant. Et enfin, dernier nom de notre émission, dernier nom de cette liste, numéro 51, nous retrouvons Pedro de la Rosa. Alors, Pedro de la Rosa qui est un petit peu le vétéran, hein, puisqu'il a 48 ans, il a commencé la Formule 1 en 99, mais entre 2010 et 2012, bah, il était toujours là, à arpenter les pelotons de Formule 1, volant de monoplaces très peu compétitives. Hein. Nous parlons de Sauber, nous parlons d'HRT. Et donc, comme nous prenons en compte bien sûr ces résultats acquis lors de la décennie 2010, bah, c'est pour cela que De La Rosa se retrouve un peu loin dans notre liste. Oui, et puis de toute manière, je pense que De La Rosa, c'est surtout un pilote de l'ombre. C'est pour ça qu'il a convaincu les écuries de fond de grille pour les aider à progresser, parce que c'est un pilote de développement surtout, De La Rosa. Exactement, oui, oui. Il a longtemps occupé le poste de pilote essayeur chez McLaren, puis chez Ferrari d'ailleurs.
Eh oui, c'est pas rien. Bien écoute, c'est déjà la fin de cette partie du classement. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Alors, ce sera certainement nos compères qui seront derrière le micro. En tout cas, pour ne rien rater, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Et puis, bah, dites-nous si vous pensez que Rio Arianto est le pire pilote de la décennie. Tout à fait, ça nous intéresse beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission, mon cher. Salut. Salut à tous!